Vous vous rappelez peut-être, vous avez été destinataire du temps de Raffarin, tous, d'un courrier du gouvernement en votre nom propre, qui est arrivé dans votre boîte aux lettres. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, moi, je l'ai reçu. Et ce courrier était un courrier pédagogique. Il y avait un petit schéma. Il y avait trois petits bonhommes, trois jeunes, qui payent deux petits bonhommes, des vieux. Ça, c'était aujourd'hui. Et puis, le schéma d'après, c'était il n'y a plus que deux petits bonhommes, et là, il y a trois petits bonhommes à payer. Deux jeunes pour trois vieux. Donc, le truc, c'était, c'est mort, on ne peut plus... Et là, je me suis fait avoir. J'ai regardé le truc, ben, j'ai dit, merde. Ah ouais, c'est vrai. Merde. On peut rien faire. C'est l'arithmétique. Tu vas pas descendre dans la rue, non, à l'arithmétique. C'est débile, tu vois. Le Fillon vient de le rappeler, hein. Il a dit les marches, les manifestations dans la rue ne changent rien au problème démographique. Tu dis, ah merde, il y a trop de vieux, il n'y a plus assez de jeunes, merde. Là, j'étais vraiment, on a coupé les pattes, quoi. Et puis là, il y a un mec qui s'appelle Friot, Bernard Friot. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle L'enjeu des retraites, et avant il en a écrit un qui s'appelait Et la cotisation sociale créera l'emploi. Et donc Friot, il me dit, mais t'es complètement con. Alors, je lui dis, vas-y Bernard, tu me parles comme ça. Enfin, ça s'est pas passé comme ça, mais en gros c'était l'idée, vous voyez. C'est un docteur en économie, hein, c'est un grand monsieur. Et donc il me dit, t'es complètement con. Il dit, si on suit ton raisonnement à la Raffarin, alors en 1944, il y avait 15 millions de paysans pour nourrir 40 millions de Français. Et comme on sait qu'en 2010, il n'y aura plus que 1 million de paysans pour nourrir 50 millions de Français, on peut prédire une immense famine en 2010. Qu'est-ce que tu m'embrouilles là avec tes pécores? C'est quoi ton truc là? Quoi? Puis là, j'ai mis des lunettes, je lui dis, ça marche pas ton truc, qu'est-ce que tu fais des gains de productivité hein, dans l'agriculture? Puis là, il me regardait avec un petit sourire. Oh putain. Oh quel con. Mais qu'est-ce que je suis con. Oh mais je suis con. Oh je me vomirais tellement je suis con. Et ouais. Oh putain. Parce qu'en fait, les deux de 2040 par rapport à ceux de 2000, ils produiront de la richesse pour 4. Ils produiront plus 2 demain que 3 aujourd'hui, évidemment. Et en plus, le patronat... Peut-être même 4,5, parce qu'en plus, on est de plus en plus productifs. Donc... Et le patronat nous le dit tous les jours. La croissance sera là, elle sera au rendez-vous, elle sera 2,5%. Ils nous le disent. Et donc, ça change tout comme dessin. Parce que si on passe de 3 à 2 à 4 à 3, donc 4, l'équivalent de 4 actifs pour financer 3 retraités, on voit carrément que c'est beaucoup plus jouable. Il va peut-être falloir faire un petit peu d'effort, mais on est quasiment dans les mêmes proportions finalement. Donc c'est carrément jouable. Donc en fait, ça vaut le coup de se battre. Et là, on n'est plus sur de l'arithmétique. D'autant plus que si on prend les chiffres les plus sévères, les chiffres qui pleurent, des perspectives de croissance, donc les chiffres officiels de l'INSEE, les chiffres du comité des retraites, donc si on prend une croissance à 1,7%, qui est une croissance minable, okay, on arrive à un doublement de la richesse en 2040. Donc aujourd'hui, le produit intérieur brut, c'est-à-dire en gros la somme des richesses produites en France, bon s'il y a 3 économistes dans la salle, on va pinailler, mais ça fait 2000 milliards d'euros. D'accord? Ça, c'est la galette. Alors, regardez bien parce qu'il va falloir la ressortir dans notre prochain repas de famille. Hein, celle-là. En 2010, là, on est à 13% de cette galette pour financer le système des retraites. Il faut prendre 13%, ce qui fait environ 260 milliards tous les ans pour financer la retraite. Ça, c'est en ce moment, c'est cette année. Ok? En 2050... Si on suit donc les prévisions même assez pessimistes de 1,7 en moyenne, on aura donc doublé la galette. C'est-à-dire 4000 milliards. Et
c'est vrai qu'il va falloir faire un effort de cotisation parce qu'il y aura effectivement plus de retraités. Donc il faut faire un effort et là il va être de 18%. 18%. Et donc là, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il nous explique que ça fera un paquet de pognon, c'est-à-dire que ça fera 700... moins, c'est combien ça déjà? 720. Il va falloir passer de 13% à 18%. C'est pas possible. Oh, ils disent même pas ça. Ils disent il va falloir tripler l'effort. De Parce qu'ils- 260 milliards à 720 milliards. Comme si c'était le même gâteau. Alors, on vous propose juste un exo à faire dans votre repas de famille. 2000 milliards moins 260 milliards. Sur la nappe. Il reste combien? 1740. 1740 milliards. Ça, c'est en 2010, il reste 1740. Pour le capital, les salaires, l'investissement. En 2050, il restera combien une fois qu'on aura mis les 720 milliards? 3280 milliards. Ah, mais il leur reste encore de la thune. Ça va peut-être être suffisant finalement, ce vrai choix. C'est qu'un choix en fait. Un putain de problème de financement des prêts. Ah, attendez, ça c'est les chiffres qui pleurent. Ça c'est les chiffres tristes. Maintenant, Friot dit, supposons qu'on revienne par nos luttes, qu'on abolisse cette aberration, d'accord, hein, ce qu'on appelle la réforme Balladur. Est-ce que vous savez quel est le vrai nom de la réforme Balladur? Petit-fils. Balladur, quand il arrive au pouvoir, d'accord, il trouve un paquet cadeau avec un ruban rose. Rose. Il l'ouvre et il fait « Non, ça passera pas ». Et les fonctionnaires de Bercy disent « Ça passera jamais, on va foutre tout le monde dans la rue ». Et ça passe. Balladur n'a rien fait, c'est Rocard et Bérégovoy qui ont préparé la caisse des retraites. Et donc Friot, il nous dit, si on rajoute 3% de plus, donc on monte à 21% pour financer les retraites, on peut revenir sur toutes les cases précédentes. On peut revenir à 37,5 annuités, on peut revenir sur la réforme des complémentaires, on peut revenir sur les 10 meilleures années de salaire dans le privé pour calculer le montant de la pension, on peut revenir sur tout avec 21%. Donc il restera quand même pas mal du gâteau, parce que 3% de plus, tu vois, on est encore au-dessus de 3 000 milliards. Donc ça devrait pouvoir le faire. Et donc le mystère, c'est pourquoi avons-nous accepté d'enrayer, de cesser un mouvement historique, qui était un mouvement d'augmentation régulier, normal, des cotisations patronales, qui suivait un mouvement régulier normal de croissance de richesse, qui était de toute façon toujours plus gros, qui était de plus en plus gros. Pourquoi est-ce que nous avons accepté d'arrêter ça? Quand Sarkozy dit travailler plus pour gagner plus, il inverse l'histoire, qui est de travailler moins pour gagner plus depuis un siècle et demi. D'accord ? Et ça passe. Nous sommes pris d'une vaste fatigue collective. Changer le monde était fatigant. Nous avons accepté d'arrêter ça. Et quand on demande à des salles, qui ici pense qu'il aura une retraite à temps plein, on a très peu de gens qui lèvent la main. C'est-à-dire qu'on a déjà quasiment certains d'entre nous disent « Ah non, ça passera pas, c'est pour moi. » Allez-y, hein. Qui c'est qui pense qu'il aura sa retraite à Oui, non, mais là, c'est... C'est marqué sur les feuilles, il y a certaines feuilles, de toute manière, j'aurai pas de retraite. De toute manière, j'aurai pas de retraite. C'est-à-dire que nous avons nous avons intégré cette pédagogie gouvernementale. Moi, je me suis fait avoir comme les autres, jusqu'à ce que j'entende Frédéric. Nous avons intégré ce truc que, ben ouais. Ça va être chaud de défendre un truc auquel on ne croit plus, quoi. En gros, c'est ça. Et alors, le gag, vous allez rire. Allez, je vous en cite 3. Ça, c'est pour le repas de famille. L'effort qu'il a fallu consentir en augmentation des cotisations patronales sur les 40 années précédentes, ça a consisté à passer de 5% à 13%, soit un effort de 8 points. L'effort sur les 40 années à venir, ça sera de passer de 13% à 18%, soit un effort de 5%. C'est-à-dire que nous sommes historiquement dans un phénomène de décélération du coût de la retraite. La retraite coûte de moins en moins cher par rapport à la richesse qui continue d'augmenter. Et donc on nous fait croire que la retraite coûte de plus en plus cher. L'effort à fournir avant était beaucoup plus lourd pour le patronat qu'il ne l'est maintenant. Et pas belle la vie? Alors moi, une des dernières fois où je me suis fait avoir, alors ça par contre, François Ruffin l'a très très bien expliqué hier, c'est l'histoire des 10 points qu'on s'est fait chourer sur la vingtaine de dernières années. Hein. Donc je ne le refais pas, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais vite fait, en gros,
En gros, il y avait une répartition de 70 pour les salariés et de 30% pour le capital. D'accord? De ce côté-là, c'est les salariés. Et de ce côté-là, c'est le capital, les actionnaires. Les salariés maintenant. Hein. On ne dit plus les travailleurs. Hein. C'est très con ça. Un travailleur, c'est un mec qui fabrique la richesse. Hein. C'est une désignation active. Un salarié, c'est une espèce de feignasse qui touche un salaire. Et donc, en une vingtaine d'années, on a perdu 10 points à peu près. Alors, il y en a qui disent 9,3, d'autres qui disent 8,8. Enfin bon. Il faut se rendre compte qu'en fait, que ces 10 points, ils pèsent à peu près 200 milliards d'euros par an. C'est-à-dire largement de quoi couvrir les soi-disant déficits actuels de la Sécu et de la retraite cumulée, mais alors les doigts dans le nez. Bon, on les a paumés, ces 10-là. Et moi, la dernière fois que je me suis vraiment fait avoir par le discours gouvernemental, c'est quand Sarko nous a fait son discours à moitié socialiste, là. Et il m'avait déjà un peu embrouillé à l'ONU, tu sais, quand il avait appelé à une espèce de plus d'humanisme dans le capitalisme, hein, qu'il va falloir essayer de... J'avais trouvé ça déjà... Moraliser le capitalisme, vous avez un tigre qui avance vers vous dans la jungle et vous lui dites « Couchez Kiki !» Alors 3 semaines après, il nous sort un truc, ok, alors maintenant, on va aller plus loin, là. Attention, la crise financière est là, on a vraiment... limite, la démocratie est en danger. On va faire un tiers, maintenant, ça va être équitable. D'accord? Un tiers pour les actionnaires. Il est de gauche ce mec ou quoi? Un tiers pour l'investissement, pour qu'on arrête de se faire piquer des usines. Donc on va investir pour que le truc soit au top, tu vois, qu'on soit au max de la qualité. Et un tiers pour les salariés. C'est juste, c'est équitable. Et alors moi, bon, je sais pas, je lis un truc, puis en fait, le mec dit, ouais, mais attends, fais gaffe. En fait, l'investissement, il n'était pas compté avant comme ça, tu vois. Donc en fait, ce qu'il nous propose, c'est de descendre à 50-50. De reperdre encore 10 points dans la gueule, et de tomber à 50-50, 50-50 les actionnaires et les salariés, ok? Tu vois rien, quoi. Tu dis, ouais, c'est cool, quoi. Alors évidemment, ils orchestrent ça, tu vois. Le lendemain, le MEDEF, en disant, c'est pas possible, c'est inacceptable. Ah, ça c'est super. Donc tu es là, bah ouais, donc ça doit vraiment être un truc de gauche, je sais pas. Ça doit être leur stratégie, tu sais. Ouais. Qui c'est qui a interrompu la hausse historique des salaires en France? Petite liste. Moi, je fais partie d'une génération où mon salaire augmentait régulièrement puisqu'il était indexé sur le coût de la vie. D'accord. Donc, on jure aux plus jeunes dans la salle. On jure dans la salle, plus jeune que c'est vrai, votre salaire augmentait tout le temps. Et donc, en 1983, les socialistes décident de mettre fin à l'augmentation historique des salaires, c'est-à-dire de casser ça et de aller à ça. Et alors, comment ils font? Il y a un mec qui s'appelle Jacques Delors, qui a une idée géniale pour que ça passe, parce que sinon, si les socialistes disent on gêne les salaires, ils ont toute la France dans la rue, ils viennent d'être élus. Et là, Jacques Delors dit nous allons engager la France dans une vaste politique de désinflation compétitive. Eh bien, je ne suis pas descendu dans la rue pour dire non à la désinflation compétitive. Pédagogie gouvernementale. Je me suis fait avoir avec un terme. Alors, pour les retraites, on aimerait vous réexpliquer un dernier 2-3 petits trucs, toujours pour le repas de famille. Hein. Parce que l'autre pédagogie gouvernementale consiste à nous faire croire que les retraites sont le fruit de notre travail. Le jour où on accepte de foutre cette idée à la poubelle, le capitalisme est mort. D'accord. Démonstration, M. Gaël. La retraite n'est pas le fruit. Il n'y a aucun rapport entre notre... Ça, ce serait vrai. Ce serait vrai si quoi? C'est que tous les mois, je mets mes 500 € là qu'on a vu dans la fiche de paye dans ma brouette. Ma brouette, ok? Tous les mois. Schling, 500 €, schling, 500 € et tout ça pendant 37 ans et demi, 40, 42 ans, je sais pas, mais enfin ça fait une putain de brouette à la fin, tu vois. Oui, mais pas suffisante. Ah bah non. Parce que 500 € par mois, ça fait 5 000 € par an. Pour vivre, même multiplié par 20 ans, ça fait 100 000 €. Tu vas pas loin avec ça. Ça veut dire, ça voudrait dire qu'en fait l'argent que j'ai contribué à faire cotiser, ce serait mon argent. C'est pas le cas, ça, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec les retraites? Ça, vous le savez tous, c'est que dès qu'on a fini à la fin du mois de tous donner notre argent pour les retraites, ce fric-là, il est immédiatement distribué aux retraités actuels. C'est ça la répartition. La répartition, c'est pas un système d'épargne, c'est le contraire de l'épargne.
La répartition, c'est on cotise maintenant et on donne maintenant. Ce qui veut dire qu'évidemment, ma retraite, ce sera ceux qui bosseront à ce moment-là qui vont me la payer. C'est pour ça que le salaire, c'est un rapport de force, c'est un barème. Nous obligeons au temps T où il faut payer des travailleurs libres, nous obligeons le patronat à verser une certaine somme. C'est bien pour ça que pour eux, c'est vraiment emmerdant en ce moment, parce qu'en fait, les retraites, ce sont la démonstration qu'on peut massivement payer du travail libre. C'est ça qu'ils veulent absolument empêcher. Alors ça, c'est la répartition. Et ça marche vachement bien, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que c'est un système qui fonctionne et qu'il n'y a aucune raison, on l'a démontré un peu économiquement, que ça ne fonctionne pas à l'avenir. Sinon, on est capable d'avoir notre part du gâteau. Bien. Vous vous rappelez le slogan de 68, hein, nous ne voulons pas une part du gâteau en plus, nous voulons toute la putain de boulangerie. Pour comprendre l'arnaque, il faut aussi comprendre l'épargne. C'est chiant dans ce classe, hein, non? Alors l'épargne, c'est, on te dit, tu n'auras pas assez de retraite. Oui. Donc, il faudrait plutôt que tu penses à remettre un peu de côté par toi-même. Le fonds Jospin. Le fonds Jospin, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La retraite par répartition n'est pas sûr que ça va marcher. De toute façon, ça fait que 2% calculé sur la croissance. C'est pas con de prendre des trucs à 4-5% de l'épargne retraite. Okay. Le fonds Jospin qui vient de partir en fumée, hein, qui vient de s'envoler dans les subprimes, hein, puisqu'il les a investis dans les subprimes. Hein. Alors là, pour ça, il faut comprendre la retraite. Donc moi, je fais le gars qui cotise 100 € un plan d'épargne retraite tous les mois. Okay. Même j'ai pris une assurance vie, je l'ai carrément joué perso, ok, d'accord. Donc, 100 €, ok, 100 €, 100 €, donc toute l'année, comme ça fait 1200 €, ok, 12 mois. J'arrive. Alors, est-ce que vous pensez que le banquier, donc je sais pas la caisse d'épargne, voilà, le crédit patate, est-ce que vous pensez que le banquier met cet argent-là dans un frigo? Pour me le ressortir dans 20 ans. Parce que c'est ça le truc en fait. En fait, cet argent-là n'est pas dans un frigo. Dès que tu poses tes 100 premiers euros à la banque, ching, elle les place. Elle le convertit en titre. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle peut te promettre 5 ou 6%. Parce que sinon, si elle restait dans le frigo, elle pourrait te promettre 0%. Mais qu'est-ce que c'est qu'un titre? Un titre, c'est plus de l'argent, c'est mort, c'est fini. Un titre, c'est une hypothèse de prélèvement, sur la richesse produite future, si ce jour-là, elle est produite. C'est ça un titre. Et donc, Friot nous explique, grâce à cette compréhension de l'épargne, qui est en fait un placement, même si c'est pas vous qui placez, vous comprenez? C'est pas parce que vous n'avez pas pris des parts dans un fonds de pension que par ailleurs, quand vous faites juste votre assurance vie, c'est pas tout de suite des actions aussi. Et donc, Friot nous explique, c'est pour ça que c'est bien pour démonter le système par capitalisation. Parce que là, c'est un peu ce qui se joue. Répartition et capitalisation. De deux choses l'une. Soit en 2040, il y aura assez de richesses produites, comme on l'a vu tout à l'heure, pour financer le système par répartition. Auquel cas, il faut choisir le système par répartition puisqu'il marche. Ok. Soit, en 2040, effectivement, il n'y aura pas assez de richesses produites pour financer le système par répartition. Hypothèse, je n'ose pas. Auquel cas, il faudrait plutôt choisir la capitalisation. Ah bah ouais, mais en 2040, quand je vais retourner voir la caisse d'épargne pour récupérer mon frigo, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme c'était pas dans le frigo, il va falloir qu'ils revendent les actions pour me rendre l'argent en vrai. Et si cette année-là, en 2040, il n'y a pas assez de richesses produites dans le monde et qu'il n'y a personne pour acheter les actions, t'en recules. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est comme les fonds de pension l'année dernière, en fait, les actions ne valent plus rien. Puisque la richesse n'a pas été produite, on ne peut pas la reconvertir en argent, d'accord? Personne pour acheter les actions. Donc, dans un cas, la richesse a été produite, on a intérêt à garder la répartition. Dans l'autre cas, la richesse n'a pas été produite, on a intérêt à choisir la répartition. Ça va, c'est clair? Bien. Alors l'enjeu des retraites, je ne sais pas, l'enjeu des retraites, c'est pas du tout un problème financier. Le patronat, c'est qu'il y a du pognon. C'est pas du tout ça, c'est un enjeu idéologique, c'est un enjeu de compression de salaire. C'est pour continuer à maintenir la pression sur les salaires. Ça va se jouer de quelle manière? Eh bien, d'ici 2 à 3 mois, vous allez voir, ils vont nous sortir les emplois vieux, comme ils nous ont fait les emplois jeunes. Donc ça s'appelle les emplois seniors, d'accord? Et donc c'est bien que les gens puissent continuer à travailler dans les conditions dérogatoires. Donc ça, c'est une baisse
d'accord, à la première embauche. C'est ce qui permet depuis 20 ans qu'on engage aujourd'hui un jeune en francs constants à 2 fois moins de la somme auquel on l'engageait il y a 20 ans quand il sortait d'une fac, etc. C'est une pression à la baisse. Les emplois jeunes, c'était le gag. Friot explique qu'il n'y a jamais eu de problème de chômage des jeunes. Jamais, ça n'existe pas. Le chômage des jeunes n'existe pas. Et c'est exactement le même chômage que les autres. Puisqu'on nous dit qu'il y a 30% de chômage jeune. Oui, mais c'est 30% sur 70% des jeunes en situation de travail. Les autres sont à la fac, à l'école, dans la famille. Et donc 30%, 70%, ça fait exactement le même chômage que toutes les autres catégories de la population. Mais le fait de nous faire croire, et je l'ai cru, et je l'ai dit, et je l'ai répété, qu'il y avait un problème de chômage des jeunes, m'a permis d'accepter une saloperie de qui ? Martine Aubry, putain, on s'en sort pas. Et donc, les emplois jeunes qui ont permis alors, ils vont nous le faire avec les vieux. Et puis la dernière chose, quand même, elle est drôle, c'est le plein emploi. Vous savez, aujourd'hui, il y a du chômage, avant, il y avait du plein emploi. Vous êtes prêts ? 1960, le plein emploi, ce qu'on appelle le plein emploi, c'est le plein emploi des hommes. C'est-à-dire que la moitié de la population, elle est à la maison. Les femmes. Elles viennent d'obtenir depuis quelques dizaines d'années le droit d'avoir un emploi sans l'autorisation du mari, le droit d'avoir un compte en banque, ça c'était 57, 58, le droit de travailler, enfin bref. 65. Combien 65. Et donc écoutez bien le sketch, parce que c'est génial. Si on prend maintenant la population totale, la population active en âge de travailler, eh bien dans les années 60, on est à 63% de la population qui travaille, aujourd'hui on est à 76%. Autrement dit, nous sommes beaucoup plus proches aujourd'hui du plein emploi que dans les années 60. Autrement dit, l'argument du chômage est encore une fois un argument pédagogique pour nous faire accepter une modération salariale. En fait, la France est le 4e pays le plus riche du monde. Il a doublé son PIB en 17 ans. Il y a un pognon à crever. D'ailleurs, on nous le dit tout le temps, il y a de plus en plus de riches, etc., etc. Mais ça fonctionne. Pédagogiquement, ça fonctionne. Et donc, il est temps d'inventer des contre-pédagogies le dimanche dans vos familles. Ouais. Voilà pour les retraites. Il nous reste la 4e marche. La 4e marche de notre quête vers le travail libre. Et la 4e marche, c'est celle sur laquelle on est en ce moment, en fait. La coopérative Le Pavé.